Bienvenue à vous, content de vous retrouver numéro 66 de FF, Funeste Fret, dans lequel on reviendra sur quelques éléments contenus dans le numéro précédent. Par ailleurs, je tiens à, même si ça me paraît évident, en tout cas, nous pensons avoir la correction de prendre toutes les précautions nécessaires sur ce plan, et même si nous avons du mal de nous convaincre d'être suivis par beaucoup de jeunes, très jeunes personnes. La moyenne d'âge de celles et ceux qui nous visionnent nous renseigne YouTube allant de 45 à 65 ans. Eh bien, malgré tout ça, je tiens tout de même à préciser que dans l'ensemble, le contenu de ce FF 66 c'est plutôt pour les grands. Alors, mais ceci dit, dans un premier temps, vous savez, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai finalement décidé de retirer de l'antenne, comme on aurait dit dans le temps, oui, de l'antenne, j'ai retiré de la playlist des Funestes Frettes notre numéro 45 qui avait, souffert, oui, différents paramètres avaient joué, hein. Je vous ai raconté, tout était un peu contre nous, ce jour-là, mais je vous ai promis de remettre en ligne progressivement et on va commencer tout de suite. Dans quelques secondes, on va commencer de remettre en ligne les textes, très bons, tout de même, si je peux me permettre, qui se trouvaient dans notre, comment dire? Défunt FF numéro 45, mes bigleuses, où elles sont? Permettez ici désolé. Alors, je vais remettre en ligne ce texte dont je vous donne le nom de l'auteur ou l'autrice, comme vous voulez. Juste après, c'est un texte sur le livre Les Nouvelles Asiatiques de Joseph Arthur de Gobineau, un article qui était paru dans la presse en février 2018 à l'occasion d'une réédition de cet ouvrage. Je vous donne les références après. Et vous trouverez, il va sans dire, comme d'hab, en partie description, pour les références pour tous les bouquins dont il sera question, c'est en dessous, bien sûr. Alors, l'article en question s'intitulait Gobineau, captif des merveilles de l'Orient. Ce texte, j'avais été ravi par ce texte, non pas étant donné sa provenance, pas vraiment, j'avoue, on aurait pu dire ça, j'aurais pu dire ça un temps, oui, de la provenance, l'organe de presse dans lequel il avait été publié, où on ne l'aurait pas toujours nécessairement attendu, mais sincèrement, au regard de ce qui est devenu avec le temps le dit organe de presse, non, c'est tout simplement parce que c'était un article d'un ton un peu différent, qui changeait sur ce qu'on avait l'habitude de lire, sur celui qui reste un de mes auteurs d'expression française favoris. Alors, ce Gobineau captif des merveilles de l'Orient, article paru c'était dans l'Humanité, comme ça c'est dit, c'était le 2 février 2008. Relire Gobineau sans Gobineau, voire contre Gobineau, voilà le pari de cette nouvelle édition des Nouvelles Asiatiques. Oublions l'essai sur l'inégalité des races humaines, les théories racistes de l'auteur et abordons ces 6 nouvelles sans préjugés. Qui trouve-t-on? Curiosité et empathie envers les peuples décrits sans visée moralisante. Ce qui frappe dans l'Orient de Gobineau, et la préface le souligne avec pertinence, c'est qu'il est à la fois merveilleux et matériel. Merveilleux et matériel, pas de ces soieries et de ce luxe à profusion qui firent rêver le XVIIIe siècle. L'Orient de Gobineau n'est plus celui du fantasme occidental. L'imaginaire n'est pas sollicité par un exotisme bon marché, mais par la véritable présence de l'Orient.
Le merveilleux de Gobineau, c'est celui du voyage qui fait rencontrer l'autre et impose tout à coup sa présence. C'est le ménage crasseux de Bibi, Janem, en trop de vie. Chansons et coups de pantoufles, c'est ce muletier qui affirme que dans un monde de voleurs, seule l'honnêteté des muletiers assure la possibilité du commerce. C'est la guerre des Turcomans, une guerre où l'on manque de poudre. Les généraux l'ont vendue. C'est cette danseuse qui n'a vécu que pour retrouver le seul membre vivant de sa famille, tout en le méprisant. Les destins racontés ne sont en rien ordinaires et donnent cependant l'impression d'avoir été pris sur le vif, tant ils ont la puissance du vécu, présence de l'Orient, au-delà du mirage de l'Orient. Il était temps que ces nouvelles de Gobineau retrouvassent des lecteurs. Alors, ce livre, cet article a été écrit par Madame Amélie Le Causanet. Oui, paru dans l'Humanité en février 2008, et le livre de Gobineau, Les Nouvelles Asiatiques, c'est un ouvrage qui a été publié en 1874. Il fait partie de ce qu'on voit comme la grande trilogie de la fin, de la dernière époque de notre auteur, entre les Pléiades 1873 et la Renaissance 1877. L'article que vous venez d'entendre avait été publié à l'occasion d'une réédition aux éditions, oui, c'était aux éditions du Sonneur, mais depuis, il est ressorti, il est de nouveau disponible en folio. Les Nouvelles Asiatiques, perso, c'est un des auteurs, oui, j'avoue, j'ai fait l'effort de, quand j'en ai eu la possibilité, les moyens aussi d'en faire l'acquisition en bibliothèque de la Pléiade, de tout ce qui est disponible de cet auteur. Ce n'est pas tout, mais c'est assez considérable. Déjà, toute même en Pléiade, oui, j'ai pris la peine d'en faire l'acquisition quand j'en avais la possibilité, les moyens aussi, dans la bibliothèque de la Pléiade, 3 tomes de Gobineau et qui ont été publiés initialement pour la première fois et en 1981 et 1983, dans la Pléiade, Les Nouvelles Asiatiques. Vous pouvez commander en neuf en folio, ou vous le procurez en occasion. Comme en occasion, vous pouvez assez facilement mettre la main, je tiens à le préciser aussi, mettre la main sur la bonne vieille édition de Garnier Flammarion. Et oui, j'étais sur le point d'oublier. Non, tout de même pas. Alors, je renvoie ce livre sur le fond à votre entière appréciation. Il me faudrait un numéro complet pour en traiter. Mais ce bouquin, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il est sorti peu avant le confinement, en 19, en sus de ne pas avoir été exceptionnellement médiatisé. Il était sorti chez l'éditeur feu Pierre-Guillaume de Roux, un livre sur Gobineau. Le dernier sorti, à ma connaissance, consacré à notre auteur et qui a pour titre Lire Gobineau aujourd'hui. On le doit à monsieur Jacques Bressler, chez PGD Roux, éditeur. Lire Gobineau aujourd'hui. Je vous dis, il me faudrait un numéro complet pour en traiter et dites-moi si ça vous intéresse, hein. J'ai dit rien ne se fait du chef de votre serviteur sans passion, mais je ne veux pas non plus vous imposer tous azimuts mes goûts, mes préférences personnelles pour ce qui est d'établir le choix de nos thématiques sur le long terme. Alors oui, si ça vous intéresse, hein, qu'on en traite de ce livre de Jacques Bressler
Et je vous disais, on allait revenir sur dites-le moi, hein, il faut me le dire en comment et j'en profite pour rappeler, à l'adresse des petits malins pour les critiques de fond et de forme en général. En ce qui concerne nos productions, ne perdez pas votre temps, ne vous attendez surtout pas à ce qu'elles soient maintenues en ligne si elles ne sont pas rédigées avec un minimum, d'éducation. Mmh. Quel que soit votre âge là, car oui, on parlait tout à l'heure je ne sais pas si je l'ai dit, YouTube nous renseigne une moyenne d'âge, pour celles et ceux qui nous visionnent entre 45 et 65 ans, mais n'empêche, il doit y avoir des petits malins ou quel qu'il soit, votre âge, voilà, ne vous attendez pas. Je vous disais qu'on allait revenir sur des éléments du numéro précédent et j'avoue, j'y suis, pour ma part, j'y suis revenu en 3 temps, au sujet de Rabelais, en 3 temps et on va faire la même chose ensemble, si vous permettez. D'abord, au sujet de Rabelais, après avoir enregistré le numéro de la semaine passée, je me suis souvenu qu'il existait que Gobineau avait écrit, un récit, une brève nouvelle qui a pour titre «Les conseils de Rabelais». Les conseils de Rabelais, ce n'est pas, je le dis, ce n'est pas ce qu'il a écrit de plus génial, mais c'est pas mal, il y a on va en parler tout de suite. Je vais vous raconter, si vous n'aimez pas les spoils et si vous préférez faire lecture du texte, vous procurez le texte et en faire lecture avant, vous n'avez qu'à, sauter, les quelques minutes, pas même, les quelques dizaines de secondes qui arrivent. Oui, les conseils, de Rabelais. Si vous n'aimez pas les spoils, vous sautez car je vais vous raconter l'histoire dans son entièreté. Vous pouvez me dire aussi, le cas échéant, ce que vous en avez pensé, ce que ça vous inspire, pourquoi pas, hein. La partie comment est là pour ça et elle peut, servir, me rapportait-on à une époque et c'est peut-être toujours valable, sans doute toujours valable, faire tourner comme tournait le petit bonhomme, qui vivrait au sein le bonhomme magique, le robot, je ne sais, qui vivrait au sein de cette plateforme et qui aurait des pouvoirs, nous dit-on, particuliers pour activer les choses et accroître, notre audience, le nombre de nos vues, je ne sais. En tout cas, merci à vous, qui avez l'endurance de me suivre, semaine après semaine. Il n'est pas interdit de s'abonner non plus, de liker, de partager si vous appréciez ce que nous faisons. Alors, j'y viens. Les conseils de Rabelais, c'est pas évident à se procurer, à ma connaissance. Corrigez-moi, si vous avez d'autres références, mais on ne trouve ça que dans une édition récente folio. En folio aussi, comme les nouvelles asiatiques, et là, c'est dans une récente édition folio de Mademoiselle Irnois de Gobineau. Mademoiselle Irnois et Adélaïde, ces 2 nouvelles, sont très souvent groupées dans un même volume par les éditeurs. Oui, et entre les 2, dans cette édition folio-là, vous avez les conseils de Rabelais et on retrouve François qui, revient sur un souvenir de son jeune temps, de jeunes gens qu'il avait connus et ils avaient tout, un autre couple, ils avaient vraiment tout pour eux. Ils étaient intelligents, cultivés, intelligents, riches, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, les plus belles promesses d'avenir devant eux et voici un jour, comprenez, ils se sont retrouvés dans un contexte sociopolitique donné, oui, où, ils ont dû prendre une décision, ils ont dû faire un choix, mais dites-vous bien que, somme toute, ça ne renvoyait vraiment ce n'était vraiment qu'entre leur conscience et eux. Il n'y avait pas de pression particulière exercée à leur encontre, pour influer sur leurs décisions, impliquant mort d'homme. Non, ça renvoyait essentiellement, c'était
C'était entre leur conscience et eux, et la décision qu'ils allaient prendre ensemble devait avoir sur tous les plans des conséquences funestes, oui, là, je vous dis pas catastrophiques. Et l'un des interlocuteurs à la fin de l'histoire de Rabelais de s'exclamer: «Mais c'est terrible ce que tu racontes là, François», et François de répliquer tout simplement: «Ces gens qui tiennent à leurs convictions». Mmh. Ces gens qui tiennent à leurs convictions. Les conseils de Rabelais. Joseph Arthur de Gobineau aussi. Alors, suite à l'enregistrement du numéro précédent, il y avait ça dans un premier temps, et dans la foulée, je me suis souvenu aussi de ce roman. On va pas arranger du tout oui, ça va pas du tout s'arranger pour nous. Notre cas aujourd'hui, un roman de Léon Daudet. Léon Daudet, le fils d'Alphonse, il était très inégal, comme romancier, mais il nous en a tout de même laissé quelques-uns, d'assez bons et des fois même très bons. Je pense qu'on peut dire ça, de ce livre, le livre dont je vais vous montrer la couverture, publié par Léon en 1933, et c'était chez Ernest Flammarion, éditeur. Un amour de Rabelais, de Léon Daudet, de l'Académie Goncourt. Je pense que il était pour ainsi dire le seul à faire ça, mais c'était pour me faire râler l'Académie française, et me dire ce que lui inspiraient les adhérents, hein, les nouveaux adhérents, les adhérents dont il avait été le contemporain, les nouvelles recrues, les nouveaux promus à l'Académie. Dite la grande, l'Académie française, et lui m'avait soin de préciser à chacun des bouquins qu'il publiait, vous aviez Léon Daudet de l'Académie Goncourt, un amour de Rabelais. Oui, un bouquin publié en 1933, et je vais vous lire un extrait. Alors, c'est l'histoire de cette relation, de cet amour. Je pense que François Rabelais devait avoir au moins atteint la quarantaine, puisqu'on nous dit qu'il a déjà publié Gargantua. Hein, il devait au moins avoir la quarantaine. Et elle, nous fait comprendre, elle doit être au début de la vingtaine. Elle a franchi le cap de la vingtaine. Pour sûr, elle n'est plus mineure. Alors, quand je vous disais, hein, attention les oreilles, et quand je vous disais que c'est rabelaisien après tout, il est vrai, hein, mais quand je vous disais que c'était un numéro pour les grands jeux, voilà, je vous lis ce fragment. Ça commence par un dialogue. Hmm. Si nous sommes... oui, j'ai dû... Pardonnez-moi. Voilà, ici, oui, le marque-page était... Je m'étais gouré d'une page dans le bouquin. C'est François qui s'exprime d'ouverture, Rabelais. Qui t'a eu et baisé d'abord? Un gentilhomme dont le nom importe peu. Il est mort aux guerres d'Italie, me laissant l'anel d'or qui brille ici. J'avais 15 ans et ne connaissais du Dieu cruel que ce qu'en racontaient les pages qui regardent au château par le trou des serrures. Nous nous en sommes bien donnés. 2 ans plus tard, le bruit de ma beauté s'était répandu. Le père Léonard m'a prise comme modèle. Et voilà. Le père Léonard, je pense qu'on l'aura identifié. Le père Léonard m'a prise comme modèle, et voilà. Il fait avec les lignes du corps ce que tu fais, toi, avec les mots. Il vous ordonne toutes les attitudes. D'un seul trait, il marque le contour. Le contour, et il ne retouche jamais rien. C'est un dégoûtant, bien sûr, comme tous les vieux, mais pas trop. Le roi venait souvent dans son atelier pendant la pause à Clos Lucé. Il me remarqua. Elle dit ces mots avec fierté, en levant la tête et vers l'azur, son front haume, rond, charmant. Rabelais avait sur les lèvres 1000 questions.
irrespectueuse, mais il se tut, mordu au cœur par une jalousie bien prématurée. Ils marchaient côte à côte le long des berges du fleuve scintillant sous de grands arbres qui tamisaient la canicule. La belle dit: Je vais rafraîchir mes petons. Elle s'assit, ôta ses baffins, descendit sur la petite plage de sable rose et, pareille à une naïade, entra dans l'eau fraîche. La jupe retroussée jusqu'à mi-jambe, l'aspect de son compagnon en noir sur la berge, comme un clerc ou un pédant, lui parut comique, et elle rit, montrant ses dents brillantes. Qu'est-ce qui t'amuse? Ma pensée, je suis contente. Papa me parlait de toi et de tes ouvrages si souvent que l'envie m'est venue de les lire. Oh, que c'est drôle, mon Dieu, quelles inventions! Mais ce que tu dis des femmes n'est pas toujours très gentil. Tu as eu affaire à des guêpes ou à des vipères, sans doute. Plutôt à des aiguilles. Elles vous glissent entre les mains quand on les croyait saisir. Adieu, plus personne. Ce disant, il s'était rapproché et, s'agenouillant, lui caressait le mollet d'une peau si délicate que la pulpe de la rose. Il arriva au pied exquis, poudré de sable. Ne me chatouille pas, vilain! Je n'aurai garde. Fléchis-le. Maintenant, cambre-le. Mène en dedans. Puis en dehors. Aduce. Puis abduce. Et embrasse-le plutôt au lieu de le palper, comme s'il n'avait pas entendu Rabelais manier les menus osselets ainsi qu'un chirurgien intéressé. Si bien que par raillerie, elle releva le bijou de chair jusqu'à ses lèvres à lui, où il fut bien forcé de la baiser. Sa retenue amusait la fille, qui découvrait un nigaud de village, plus épris de l'anatomie que de la femme, dans le plus célèbre des écrivains français. Soudain, il se pencha et ramassa dans le lit du fleuve une pierre poreuse, pareille à une statuette mal dégrossie. Regarde cela, si c'est curieux. On dirait un Hercule bossu. Tout à fait, fit-elle intéressée. Les ébauches de Léonard sont ainsi. Puisque la nature fait si bien, pourquoi n'aurait-elle pas fait l'homme? Parce que cette pierre est inerte et muette, et que l'enfantelet bouge, remue, pleure et crie. Rappelle-toi, voyons, dans Lucrèce, le petit naufragé hurlant à merci. Hmm, Comme il est juste pour celui qui doit franchir désormais par la vie tant de mots. Tu sais donc le latin? Corisande. Comme toi, l'anatomie du pied féminin, sommairement, et aussi un peu de grec et d'allemand, à travers papette, tripa, cela veut dire Monsieur la tripe, c'est aussi un ami à toi, dit-on, ce sorcier que tu as fourré dans Pantagruel, Cornelius Agrippa. Elle se rechaussa et, en devisant et s'ébaudissant et aussi s'embrassant pas mal sous l'œil rond du soleil dardé, ils arrivèrent à Condé, puis une heure après, ayant musardé à Chaumont. Où est le chameau avec où est le château? Où est le château, pardonnez-moi, avec son pont-levis qui peut appeler et tenir 200 hommes d'armes et davantage. On crève de soif, fit Rabelais. Un amour de Rabelais, de Léon Daudet, 1933. Je n'ai pas connaissance spécialement d'une réédition de ce livre depuis, hein. Si vous êtes en mesure de m'éclairer encore une fois, n'hésitez pas. Et toujours dans la foulée,
De notre numéro de la semaine dernière, je me suis oui, dans la foulée, je me suis souvenu, pareil, je n'étais jamais allé l'écouter, le moment, il faut croire, était venu, je me suis revenu qu'il existait aussi, comme, oui, il existe, ce roman de Daudet, je me suis rappelé qu'il existait aussi un opéra Panurge, d'après Rabelais, oui, Panurge, ça existe. Il n'avait pas, à la sortie, il n'avait pas présenté ça comme un opéra, mais plutôt, comme c'était bien dit tout de même, hein, ça avait de la tenue, c'est le moins qu'on puisse dire, souligné. Ça nous était présenté sur l'affiche, et d'ailleurs on reprendra, une affiche d'époque, de ce Panurge de Jules Massenet. Il l'avait présenté comme une haute farce. C'est une haute farce en 3 actes. J'ai énormément apprécié. Il faut dire que je suis un amateur d'assez longue date de ce compositeur, de Jules, qui vaut beaucoup mieux. Alors là, pour sûr, qui vaut beaucoup mieux que la réputation, tant sur le plan humain et artistique, qui lui est toujours le plus souvent faite en guise de réputation de compositeur hyper bourgeois, pingre, sirupeux à souhait. Oh que non! Oh légende, on ne dira pas légende, jusque-là légende noire, mais légende pour sûr, oh que non, hein, il est temps, grand temps, si pas encore fait, de partir vraiment à la découverte de l'univers, de l'œuvre de Jules Massenet, et pourquoi pas, et de préférence, oui, j'indiquerai de préférence, c'est un avis tout à fait personnel qui vaut ce qu'il vaut, mais en commençant avec des œuvres qui ne sont pas, celles qui lui ont valu de son vivant déjà la célébrité universelle. Ça a dû influer sur sa réputation, oui. C'était le, compositeur qui devait alors sur la planète avoir, les revenus dans l'ensemble les plus élevés. Il se faisait importer il ne composait que sur un papier Bible spécialement, fabriqué, produit à son intention, importé depuis la Hongrie, et on pourrait en rapporter d'autres anecdotes comme ça, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pour vous dire que la richesse en art n'est pas la oui, dont le chef d'un artiste, n'est pas un critère d'office disqualifiant, hein. Ça me paraît assez évident, et il faut découvrir Massenet avec des œuvres qui ne sont pas les plus célèbres, et c'est qu'il, comme celle dont je vais vous entretenir, et c'est qu'il prenait sacrément son pied. Il me semble que oui, il le prenait sacrément son pied à chaque fois qu'en guise d'exploration de chant temporel, il lui fallait, à plus d'une reprise, on va le voir, s'aventurer en direction des temps médiévaux, du Moyen Âge et de la Renaissance, Panurge, pour l'époque renaissante, comme on lui doit aussi, c'est très bien aussi, son jongleur, son mystère, hein, pas présenté non plus comme opéra là, mais présenté comme mystère, hein, son mystère médiéval à lui, son jongleur de Notre-Dame. Hein, il existe une version avec Bastin, un autre Jules, très très bien, du jongleur de Notre-Dame, où je pourrais citer l'opéra, oui, son mirifique Esclarmonde, immortalisé là par John, hein, la stupenda John Sutherland dans les années 70, une version qui restera difficile à égaler. Esclarmonde, le Cid, c'est pas mal non plus, le Cid qui a été enregistré pour sa part par Domingo, mais c'est peut-être un peu plus daté, c'était véritablement l'épitaphe, de l'opéra, du grand opéra, de l'opéra historique à grand spectacle français, le Cid. Mais ça s'écoute, plus qu'agréablement, croyez-moi, et puis par-dessus tout, j'ai envie de dire, Amadis, dont on ne peut, oui, jusqu'à nouvel ordre, on ne peut se procurer que des fragments, alors que c'est musicalement ce qu'il aura, à mon sens, fait de mieux, et pardonnez la pauvreté de la référence, Debussy aimait énormément.
Amadis de Jules Massenet, mais oui, comme vous l'avez compris, ça reste fort, très peu joué. Allez découvrir Panurge, hein, et les autres œuvres dont je viens de vous fournir les titres, dans l'hypothèse où, bien entendu, c'est une découverte pour vous, ou peut-être que je vous aurais, si pas, j'aurais pu, à défaut de ça, j'aurais pu vous redonner l'envie d'aller vers Massenet. J'en serais tout à fait heureux, hein. Vous m'en verrez ravi. Alors, je voulais revenir sur le bouquin de Daudet comme sur la haute farce en 3 actes, s'il vous plaît, là, que j'aime bien ça. Génial, vrai de vrai, vous viendrez, si ça vous dit, m'en donner des nouvelles après audition. Rien que le début, l'introduction et j'ai envie de dire la mise en condition sonore et ce panurge, il a été créé, Jules était Massenet était déjà décédé. Oui, il était décédé l'année précédente en 1912 et ça en 12 et ça a été créé dans le courant de l'année 13 au théâtre de la Gaîté Lyrique, et à mon humble connaissance, ça n'a été enregistré qu'une fois en 1994. Ça devait être dans le cadre de ce festival qui existe à tout un temps, le festival Massenet de Montpellier en 1994. La version que j'ai écoutée et à laquelle immanquablement je vous renvoie, très facile à trouver sur cette plateforme. Hein, il n'y a qu'à oui, sur cette plateforme, il n'y a qu'à demander Jules Massenet Panurge et vous l'aurez sous la direction de maître Fourmilier. Qui a dirigé, qui a dû, oui, ce maestro a dû largement contribuer à faire découvrir des œuvres de Massenet qui jusque-là, jusqu'à l'époque où, lui les a prises en main, n'avaient pas dû être exécutées des masses ou pas, du tout. J'ai pu comprendre aussi que le dit festival Massenet avait été supprimé. Je ne veux pas savoir quelle était la tendance politique de la majorité qui aura pris cette décision et pour tout vous, je ne m'étonne plus de rien, hein, mais je ne veux pas le savoir. Voilà. Vous n'êtes pas sans ignorer, ceci dit, hein, en revanche, vous n'êtes pas sans ignorer pour votre part, si vous me suivez, que j'ai des goûts musicaux qu'on pourrait se laisser aller à qualifier d'assez éclectiques, voire, en certains milieux, comme j'ai pu le remarquer, des fois déconcertants. Prompt à déconcerter et lorsque je dispose de temps pour ça ou tout simplement lorsque je suis motivé à m'aménager des aires d'écoute, j'alterne en guise d'album volontiers, du classique et du métal et pour le texte, dont j'aimerais vous faire la lecture à présent, ça figure sur un album que je me repasse volontiers ces temps-ci, parmi les albums de métal, de la scène métal extrême française. Parmi les albums qui sont sortis ces tout derniers temps, il y a cet album de ce multi-instrumentiste. Il vit, je pense, il doit vivre dans le nord-ouest de la France et avoir dans les 37-38 ans ce multi-instrumentiste, la plupart du temps auteur, compositeur, interprète, dont on peut apprécier les talents d'instrumentiste et de vocaliste dans nombre de formations. Eminentia, c'est Héroïac, oui, mais Héroïac, on peut l'apprécier aussi bien dans son nom de scène, Héroïac, on peut l'apprécier aussi bien dans Eminentia Terebris que dans Tosca, Enterré vivant, d'autres encore. Et c'est que j'ai pu remarquer, oui, il approche tout doucement de la quarantaine et je suis franchement épaté par sa création, par ce qu'il a déjà pu produire et aligner, hein. Et nous en sommes ravis pour sûr, nous le sommes. Pour lui, père de famille, j'ai pu voir aussi heureux et paisible. Et ceci dit, dans sa création, c'est qu'il ne rechigne pas à nous en faire survoler, hein. Métal extrême, on a dit,
Je n'aime pas trop le terme, pour qualifier dans ce registre de musique, mais allez, sombre, dépressif, des fois aussi, pour ce qui est de nous faire survoler, des abîmes. C'est sûr qu'il ne rechigne pas, mais il a un côté, il y a toujours ce côté épique, épique chevaleresque qui revient et voilà les abîmes dans lesquels, le cas échéant, il aura pu nous précipiter. On en remonte toujours, assez sereinement au bout d'un moment avec lui à notre tête, à notre commandement, la rose, de chevalier en côte de maille, la rose à la main, la fleur à la main et surtout, de la face, sur lui ce sourire indémontable. Oui, pour vous dire qu'il y a les 2 aspects chez lui sur lesquels il joue, hein, et ce côté épique finit toujours rassérénant chez lui, finit toujours par revenir et une tentative d'essayer de vous, présenter, en gros le personnage, et sa façon de composer et ce qu'il écrit bien aussi, lorsqu'il est question de tâter de celle, pour langue de Molière et je vais vous lire un texte. J'aimerais pour une fois vous lire un texte de notre ami d'Héroïac. L'album en question, il est sorti sous son nom, Héroïac, Offrandes obscures, car tous ces morceaux ont en commun de renvoyer, de rendre hommage, oui, de renvoyer à des personnalités croisées sur le chemin de l'artiste, dont certaines nous ont déjà quittés ou ont fait le choix récemment de nous tirer leur révérence, et c'est le cas de l'inspirateur de ce texte, que pour sa part, je ne connais pas du tout. Je n'ai pas connu du tout le leader d'une autre formation de métal extrême française, la formation Morguilat. C'était Rats qui a fait le choix de prendre congé de ce monde il y a peu, et je vais vous lire l'hommage d'Héroïac à son ami. Ce texte s'intitule, sur le même album, il y a aussi, j'aime beaucoup aussi, l'hommage rendu à un présentateur de radio. Peut-être qu'un de ces jours, je pourrais vous en faire la lecture aussi. Il y a un superbe hommage à un présentateur de radio décédé récemment, dans les premières plages, les premiers morceaux de l'album Offrandes obscures. Oui, Offrandes obscures par Héroïac. Bon, Fredo, le texte de notre ami, ce n'est pas dans ton cahier rouge, c'est ici. Alors, les rats quittent la nuit, en hommage à celui qui avait choisi pour nom de scène Rats. Sous les voûtes effondrées des songes, sous les voûtes effondrées des songes, les rats s'agitent, dévorant les souvenirs. Chaque morsure efface un éclat, chaque cri résonne dans le vide. Les rats quittent la nuit. Une à une, les ombres rampent vers l'aube, emportant nos vœux, nos promesses, grignotant les restes de ton nom. Frère, j'ai cherché ta trace dans les couloirs de cendres, mais il ne restait que des griffures, des tunnels sans fin et le souffle froid de l'abandon. Les rats quittent la nuit. Le festin est terminé. La carcasse du monde gît, et toi, frère des abysses, tu as suivi la dernière fuite vers le noir. Oh, Rats, roi des décombres, ton rire s'est mêlé au ricanement de la vermine. Mais moi, je l'entends encore, comme un écho vivant dans le silence mort. Les rats quittent la nuit, et je reste seul à fouler ce sol rongé, à hurler contre les murs qui s'écroulent. Oh frère, les rats ont quitté la nuit, mais ton cri reste dans mes veines. Il écrit bien, hein, Héroïac. Oui, il écrit rudement bien, notre camarade. Un autre texte, un autre jour, si vous le voulez, hein.
De temps en temps, on fait ça aussi dans Funeste Fred, pas de manière systématique dans chaque numéro, mais voilà, parution, nouveauté, des livres qui vont bientôt sortir. Alors, si ça vous dit à vos agendas, je pense que les premiers ont dû déjà sortir aujourd'hui. Nous enregistrons, oui, à l'heure qu'il est 21h47, jeudi 22 janvier. De fait, oui, c'est le cas. Alors, paru aujourd'hui, déjà paru aujourd'hui, je vais vous signaler quelques bouquins comme ça, comme on le fait de temps en temps. Dans le registre, on commence avec l'histoire. Louise Michel, biographie de Louise Michel. On reste décidément dans l'Hexagone. Encore, nouvelle biographie de Louise Michel que l'on doit à Edith Thomas et c'est dans la grande bibliothèque NRF chez Gallimard. Et aujourd'hui sortait aussi un quarto, le quarto de Malaparte. Oui, Malaparte, désormais joint à cette collection quarto et on a donné le titre à ce volume, on lui a donné le titre d'Exil, Curzio, Malaparte. Alors à vos agendas, apparaître le 5 février, Madame de Sévigné arrive en Pléiade. Oui. 3 tomes de Madame de Sévigné en Pléiade. Si vous avez un cochon à casser, les 3 tomes sont vendus ensemble, en coffret. Je ne pense pas. Ce n'est pas vendu séparément. Je ne pense pas. Je peux, oui, pour à toute fin utile, 210 €. Voilà pour le coffret de Madame de Sévigné. Et chez le même éditeur, toujours, on n'a pas d'accord personnel avec la NRF, avec aucun autre éditeur, hein. On n'a plus de service de presse. Je vous ai raconté, hein, les derniers services de presse, les derniers contacts pour ça avec des éditeurs que j'ai pu entretenir. Ça remonte à l'époque où je prestais encore en radio privée, hein. Ça fait tout juste un quart de siècle. Oui, ça vient tout juste de faire un quart de siècle. Madame de Sévigné en Pléiade, je l'ai dit, et ça sort début février. Et le 12 février, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet artiste. Un univers, on sera peut-être rétif dans les premiers temps pour y entrer dans cet univers-là, qu'on pourrait se risquer à apparenter au surréalisme, hein, mais c'est juste une idée, c'est juste une proposition. Nous n'en ferons pas religion. Nous parlons de Leonora Carrington. Oui, demandez, si jamais vu des œuvres d'elle, demandez en moteur de recherche. C'est un petit peu dans le concept de l'émission, stimuler la découverte active des livres et pas seulement. En l'occurrence ici de Leonora Carrington, un livre va sortir dans la... Oui, là on retombe sur une collection franchement à prix un peu plus démocratique. Un livre de Madame Juliette Ponzo va sortir sur elle, sur Leonora, et c'est... Oui, nous parlons de la petite collection découverte à l'ANRF. Ben oui, je pense que c'est tout ce que j'avais relevé pour aujourd'hui. Pour votre agenda, j'ai quelques bonnes nouveautés, quelques thématiques autour d'autres nouveautés que je vous montrerai, dont, oui, des livres dont j'aimerais bien vous traiter dans nos numéros à venir, des nouveautés, des rééditions ou pas, un peu de tout, comme on aime bien faire. Et si vous souhaitez, je peux vous mettre en lien en fin de vidéo de la même manière que je vous mettrai. Oui, si ça vous paraît, si ça fait un peu bizarre, hein, l'intérêt de votre serviteur pour la figure de Joseph Arthur de Gobineau en tant qu'écrivain. D'abord en tant qu'écrivain, j'entends, et essentiellement en tant qu'écrivain, j'insiste, de même que je vous mets en fin de vidéo des liens renvoyant à des numéros précédents où je vous avais parlé de Joseph Arthur. Eh bien, je peux, s'il y a encore de la place, je peux vous mettre l'un de mes numéros où je vous expliquais comment je procédais pour mes sélections. Comprenez mes choix de bouquins.
Alors, on vient, oui, c'est qu'on vient également d'apprendre on vient d'apprendre le décès, du poète d'origine roumaine à 75 ans. Je l'appréciais beaucoup. On vient d'apprendre le décès du poète de naissance roumaine Zeno Bianu, oui. Il nous a quittés, oui, assez vite tout de même, à 75 ans. Et je vais vous lire, on parlait à un moment donné la semaine dernière, comme devinette, j'avais lancé ce qu'il y avait de commun, hein, histoire de vous souvenir de ce qu'il y avait pu y avoir de commun entre François Rabelais et la poétesse russe Marina Tsvetaeva. C'était Meudon, hein, où ils ont tous deux résidé, ainsi que l'autre. Oui, il y a l'autre aussi, après, Ferdinand, pour ne pas le citer. Et Zeno Bianou, de Zeno Bianou, je vais vous lire la fin de son texte de présentation d'un des volumes dans la collection poésie de la NRF. Il y en a deux. Il y a Le ciel brûle et il y a Insomnie de Marina dans oui, dans celle-ci, dans cette collection de poésie en poche. Et Zeno Bianou avait rédigé le texte remarquable de présentation du volume Le ciel brûle, où il terminait en nous parlant d'une comparaison du poète et de l'enfant. Comparant le poète et l'enfant, Tsvetaeva écrivait Bianou, Tsvetaeva avait affirmé un jour ce qui pour nous est ce qui pour nous est je, entre guillemets, ce qui pour nous est je, est pour nous l'unique sérieux. Hein. Oui, pardonnez mon erreur. Ce qui pour vous, oui, je pense que j'ai dû me gourer quelque part. Ce qui pour vous est je, pardon. Ce qui pour vous est je est pour nous l'unique sérieux. Ce qui pour vous est je est pour nous l'unique sérieux. Nous ne mettrons pas plus de sérieux à mourir. Loin, fin de citation de Marina. Loin, bien loin de tous les discours normatifs, de tous les simulacres confortables, nous avons besoin plus que jamais de cette radicalité-là. En poésie, nous avons besoin plus que jamais de cette radicalité-là, estimé Zenobianou. Nous avons besoin de ce souffle habité, de cette parfaite insoumission. Dans la chair comme dans le champ, pareille énergie fait tenir le monde, elle façonne l'intelligence et la beauté à venir. N'est-il pas temps de saluer celle qui a écouté au plus pur le pas géant de l'âme dans la nuit, hein, en deux temps. Pas toujours évident à restituer à l'oral la poésie de Marina Tsvetaeva, en raison notamment de l'usage fréquent de signes typographiques bien distincts et qui ont leur importance avec le reste. Et ici, il y avait une barre pour bien séparer en deux temps. Alors, je reprends. Zeno disait: N'est-il pas temps de saluer Tsvetaeva, de saluer celle qui a écouté au plus pur le pas géant de l'âme, de l'âme dans la nuit. Et si ça vous dit de rester encore avec nous quelques instants, un poème, oui, dans son entièreté, un poème de Marina. Et là, il me faut aller c'est dans Le ciel brûle. Hein. C'est le plus accessible, pour sûr. En folio, c'est le plus accessible pour commencer, de Marina. Et je ne sais pas si en début d'émission, je vous avais... oui, je vous ai montré hein, le livre Lire Gobineau aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'ai dit, tant pis, hein, si je me répète.
Heu, mmh, voilà, ben, tant pis, pareillement, le livre que je vous ai montré, Lire Gobineau aujourd'hui, c'est pas le bouquin à, aborder si, vous n'êtes encore, pour parler, le plus prosaïquement ici, si vous n'êtes encore nulle part dans Gobineau, c'est pas le bouquin pour vous. Mais si vous avez déjà quelques heures de vol, alors là, oui, hein. Donc, dans l'hypothèse où, j'aurais oublié de le dire tout à l'heure. Et puis c'est pas plus mal, ça aura marqué un petit temps de pause. Nous allons page 35 du Ciel brûle, dont oui, je sais, c'est le plus accessible en édition de poche NRF pour sûr, de Marina. Et ce poème, hein, quelques explications s'imposent. Elle l'a dédié, c'est qu'elle l'a écrit et dédié à son beau-frère. Piotr Pierre. Elle l'écrit, elle a 24 ans, nous sommes le 28 juillet 1914, qui est à la fois, tenez-vous bien, c'était à la fois le jour de l'entrée en guerre de la Russie, dans le premier conflit mondial, et le jour du décès de Piotr. Alors, qu'est-ce qu'il put bien y avoir comme type de, sans vouloir rien insinuer de scabreux, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme type de relation? À lire ce texte, on se dit que ça, sans vouloir rien insinuer de bien scabreux, hein, non, mais à lire ce texte, il dut entre ces deux-là y avoir quelque chose d'au moins perçant, oui, de perçant, de parlant à un moment donné. Et voici le texte dédié par Marina à Piotr, son beau-frère, le frère de son mari, Serge, qu'elle avait épousé, oui, Sergei Efron, qu'elle avait épousé 2 ans plus tôt. Et une petite parenthèse, hein, comme on le fera aussi de temps en temps, histoire de revenir sur des éléments d'autres numéros. Dans un précédent Funeste Fred, on avait traité de la thématique de l'amitié entre hommes et femmes. Et on avait, entre autres, soulevé la question de savoir si c'était ou non un mythe, une utopie. Alors, en guise d'élément de réponse, ce qui pourrait, oui, constituer pour sûr un élément de réponse pour sûr parmi d'autres. Je suis tombé, c'est dans le deuxième volume du journal de Richard Millet, à cette question. Monsieur Richard Millet répondait pour sa part à cette question: l'amitié entre un homme et une femme est-elle possible? Pour sa part, il répondait: oui, s'ils ont déjà couché ensemble. Hum, voilà, oui, s'ils ont déjà couché ensemble. À votre appréciation. Alors, le poème, et je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. À Piotr Efron de Marina Tsvetaeva. La journée d'où La journée d'où fondait doucement dans la poussière dorée du soir, les trams teintés filant à toute vitesse, la foule passée. Distraite et comme errant sans but, je marchais dans la ruelle calme, et cela me revient, les cloches chantaient doucement. Imaginant votre pause, je me demandais en chemin s'il fallait ou non vous apporter une rose. Je préparais une phrase qu'ensuite, hélas, j'oubliais, et soudain, sans crier gare, cette maison, très haute, avec un air d'ennui. Je compte les fenêtres, voici l'escalier. Involontairement, la main cherche la croix sur le cou. Je compte les marches grises qui mènent à la lumière. Je n'ai pas le temps de réfléchir, déjà je sonne. Je me souviens comme d'un bruit de tonnerre et de mes 2 mains glacées. Je vous demande, il est ici, il va venir. Que les années emportent avec la jeunesse les souvenirs inoubliés. Je garderai dans ma mémoire l'arabesque du papier peint, les perles de verre de l'abat-jour, la rumeur des voix, les vues de Port-Arthur et le tic-tac de l'horloge. L'instant est aussi long qu'une heure. Voici des pas, le grincement d'une porte, et vous voilà.
Et tout de suite le charme fut, il s'incline, simple et royal, et l'éclat effrayant de 2 étoiles sombres, et le cligner énorme, vous n'avez pas deviné quelle tempête se jouait un instant avant. Héroïque, je luttai. Nous avons mangé de la soupe, me reviennent cette voix assourdie, et le dessin des lèvres, les cheveux plus touffus qu'une fourrure, et le plus chéri de vous, la petite ride de rire près de l'ovale des yeux. Je me souviens, vous avez déjà oublié, vous étiez là et moi, ici, que d'efforts m'ont coûté ces minutes passées, à rester là faisant des ronds de fumée, feignant le calme le plus complet, qu'il m'était insupportable de rester ainsi. Vous souvenez-vous que nous parlions de climat et d'alphabet? Un déjeuner aussi étrange ne se reproduira jamais. Et par-dessus l'épaule, dans le noir, je me surprends à rire. Vous avez... Vous avez des yeux de chien de race. Adieu, comte. Marina Tsvetaeva, 1914. Merci à vous.